Buongiorno tifosi. Justice. La Juventus a gagné sur le terrain. Nous avons rétabli la justice. On n'avait pas le choix, il fallait gagner ce match. Le retour encore, d'accord, on l'a perdu, mais ce match, l'aller, celle qui avait été déplacée, on a attendu 6 mois pour pouvoir la jouer et nous l'avons gagnée sur le terrain. C'est une énorme satisfaction. D'ailleurs, si vous ne savez pas pourquoi on l'a joué à 6 mois de distance, je vous mets un lien sur lequel cliquer ici en haut et vous pourrez récupérer tout mon résumé, toute la chronologie de toute la polémique sur la question Juventus-Napoli 4 octobre. Maintenant, j'espère que la ASL ne va pas nous la faire rejouer. On va voir aujourd'hui comment la Juventus a interprété ce match contre le Napoli. On le fait tout de suite, mais tout d'abord, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. En effet, cela va permettre à l'algorithme YouTube de se dire que mon contenu est intéressant et de le proposer à d'autres personnes suivant la Juventus ou le football en général. Donc voilà, c'est tout gratuit, un like, un commentaire, suivez la chaîne. Vous serez d'ailleurs mis au courant de toutes les vidéos que je vais poster si vous vous abonnez en cliquant sur la petite cloche. C'est gratuit, aidez-moi à booster cette chaîne. Et générique! Bon, comme je vous l'ai dit dans la vidéo du pré-match, on ne savait pas à quoi s'attendre, s'ils allaient nous attaquer haut ou s'ils allaient attendre. Et effectivement, dans la première partie, on a bloqué leurs ailiers avec les nôtres, qui étaient très hauts, et on a dominé le match. Et après, dans la deuxième mi-temps, on a été plus en retrait, on les a fait venir. En tout cas, en termes de statistiques, on est à peu près égalitaire sur les tirs. Nous, on a fait 12, eux, ils en ont fait 14. Nous, on a cadré 3, eux 4, sachant qu'eux, ils ont eu un penalty. Ils ont gagné la possession, 54, parce que comme dit, à la deuxième mi-temps, nous nous sommes mis en retrait, on les a fait venir. Niveau des passes, 515 pour eux et 579 pour eux. Tous les deux équipes ont été assez précises. Nous avons eu une possession de balle à 87% et eux à 88%. Et en passant aux informations sur Understat, nous avons produit 41% des chances du match contre leurs 29%. Nous avons eu un expected goal de 1.61, ce qui veut dire que la Juve a quand même mérité de marquer 2 buts. Eux, ils ont eu un score de 1.36, sachant que ce score-là, il va inclure le penalty, et le penalty, c'est presque un des scores. Je crois que c'est 1.75, quelque chose comme ça. Mais donc, ils ont produit beaucoup parce qu'ils ont 29% de chances. Par contre, ils ont réalisé très peu vis-à-vis de cette production de jeu, et ça, c'est une constante dans le jeu du Napoli cette année. Ils produisent beaucoup, mais ils finalisent pas à hauteur des espérances. Et le PPDA, il est de 12 par équipe. Sachant que, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, la Juventus a un PPDA normalement de 8,77 et le Napoli, il a un PPDA de 12 environ. Donc la Juventus a fait un pressing majeur par rapport à sa moyenne habituelle qui est de 8,79 et le Napoli est resté à peu près dans le clou parce qu'ils ont une moyenne de PPDA à 12,34. Donc analysons maintenant les épisodes. Comme je vous ai dit, l'approche était de garder nos ailiers assez hauts pour bloquer les leurs et donc concentrer le jeu sur les côtés et vider un peu le centre du terrain. D'ailleurs, dans cette graphique-là, vous voyez clairement que les deux équipes ont plutôt joué sur les côtés et le milieu du terrain a été assez peu utilisé par les deux équipes. D'ailleurs, Danilo venait beaucoup au milieu du terrain pour soutenir notre milieu de terrain, donc Bentancur et Rabiot. On a pu voir d'ailleurs que Danilo, il a interprété le rôle un peu différemment parce que enfin, et je dis enfin, il y a eu des dédoublements. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en fait, le fait qu'un joueur portant le ballon se voit surpassé par un ailier pour lui fournir une ligne de passage, donc ait le choix soit de passer, soit de continuer l'action. Cela peut aussi distraire le défenseur qui ne sait pas à quel des deux joueurs suivre. Donc on a eu enfin ça, je vous le montre dans cette graphique. Et quelques fois dans le match, on a aussi interverti nos deux ailiers, Quadrato et Chiesa. Ça peut être anecdotique parce qu'on venait d'avoir un corner, donc les joueurs se sont peut-être retrouvés dans cette position par hasard, mais le premier but, il naît exactement d'une action comme ça. Donc déjà, première belle action du match, t'as Morata qui mange littéralement deux joueurs avec un beau tunnel et sert Danilo sur le côté droit. Danilo centre pour un Ronaldo qui se trouve dans la petite surface de réparation et je ne sais pas comment il rate son tir de tête d'une façon vraiment incroyable. Donc la Juve commence très bien ce match. Et notre but vient justement d'une situation où Chiesa vient se retrouver sur la droite. La Juventus fait circuler très rapidement le ballon du côté gauche, la passant à travers tous ses joueurs. Le Naples a du mal à se repositionner sur la droite, mais Chiesa en a quand même deux. Eh bien, il mange les deux, clairement. Il les enivre avec ses feintes. Ronaldo arrive vers le centre de l'air. Il fait le mouvement pour aller sur le premier poteau, mais
mais ensuite freine brusquement, ce qui fait que les deux défenseurs continuent leur course et vont limite s'écraser sur la ligne de fond. Chiesa voit ce contre-mouvement et c'est Ronaldo en arrière qui lui n'a qu'à corriger et marquer un premier but. Très beau. Ce qui m'a aussi frappé dans la prestation de Chiesa, à part ses progressions impressionnantes, c'était aussi qu'il a joué un bon match défensif. Je me souviens, à la 31e, il fait 2 récupérations de ballons, dont une très belle en tacle, et pratiquement c'est un défenseur ajouté. À la 34e, la Juve fait une très belle action. Chiesa remet au milieu après avoir outrepassé la ligne de fond, et il est fauché par un joueur du Naples, et un penalty aurait dû être donné, mais ça n'a pas été le cas, parce que Chiesa, quand il était à la Fiorentina, il avait une réputation qu'il tombait pour un rien. Apparemment, aujourd'hui, ça le suit à la Juventus, parce que les arbitres ne lui accordent plus aucun penalty, et par contre, on a vu contre le Benevento, il y avait penalty et ça n'a pas été donné, et avec le Naples, rebelote, un penalty non donné à Chiesa. C'est vraiment énervant. À la 37e, on a un show de Quadrato qui mange 3 joueurs du Naples dans leur surface de réparation, mais après tire haut, et donc une très bonne action, mais non pas bien finalisée. À la 45e, le Naples déplore un penalty non donné pour une faute d'Alexandre sur Zielinski. Or, j'ai pas réussi à bien comprendre si ça a touché, avec quelle intensité. En tout cas, je le signale. Dans la deuxième mi-temps, comme dit, la Juve se met en retrait, attend le Napoli, et Gattuso fait rentrer Osimhen et Politano pour agresser encore un peu plus la Juventus. D'ailleurs, à la 63e, Politano, après avoir perdu le ballon, donne un kick alors que le ballon est très loin à Chiesa, mais ça n'a pas été regardé. Je sais pas si aujourd'hui le juge sportif il va donner une pénalité, parce que quand même ça se voit que c'est un geste nerveux vraiment pour faire du mal gratuitement. Ça aurait mérité un jaune et peut-être même un rouge vu que c'était clairement intentionnel. Je vous rappelle que Cristiano Ronaldo il s'est fait mettre un carton rouge direct en Champions League l'année dernière juste pour avoir fait ça à un défenseur du CB ou je ne sais plus quelle équipe c'était. Donc si ça c'est un rouge, moi je ne sais pas ce que c'est le petit kick gratuit de Politano. Donc Pirlo opère aussi ces changements, faire entrer Dybala, et après juste 5 minutes de sa rentrée, Dybala nous donne une perle. Il y a un cross pour Ronaldo qui n'arrive pas à rectifier le cross avec sa tête, mais il insiste sur l'action, il va récupérer ce ballon, il passe le ballon en arrière à Betancourt qui voit Dybala entre les lignes, il le sert avec une passe très courte et précise. Dybala en se retournant, il contrôle le ballon. Il y a Koulibaly sur sa droite. Koulibaly semble oublier que Dybala est gaucher, donc il ne couvre pas cet angle de tir. Et Dybala fait un magnifique tir brossé qui va juste se mettre dans l'angle opposé et le gardien du Napoli est battu. Grande Paulino, juste 5 minutes il t'a fallu pour revenir. Et d'ailleurs, Dybala en fêtant son but, il ne fait pas le Dybala masque comme d'habitude. Par contre, il va regarder au ciel, on dirait vraiment qu'il se libère de sa rage pour ne pas avoir joué pendant des mois en entier et se tape la main sur la poitrine, là où il y a le logo de la Juventus, et on pourrait se demander si c'est pas pour dire moi je tiens cette équipe. Mais en tout cas, ça se voit, il est heureux, ça l'a libéré de rentrer, de marquer tout de suite. Et j'espère vraiment qu'il y aura une suite favorable pour son aventure à la Juventus, que ça soit juste la fin de cette saison ou même qu'il reste dans les saisons prochaines. Donc, dans les 20 dernières minutes du match, la Juve se ferme carrément à double tour en arrière avec un très solide 5-3-2. Le Napoli attaque, mais ils n'arrivent pas vraiment à trouver la bonne solution pour percer la défense. Juste à la 90e, Chiellini va sur Osimhen. Le contact, il y est. Je ne sais pas si l'entité est telle pour donner un penalty, mais en tout cas, voilà, Insigne réalise le penalty et c'est 2-1 pour la Juventus. Donc passons à l'analyse vraiment des situations dans ce match. Je vous ai préparé quelques graphiques. Je me suis inspiré des posts de Simone Afsim sur sa chaîne YouTube qui fait un très bon boulot. Donc voici, j'ai refait les mêmes graphiques en utilisant un logiciel et je vous les propose. Dans la première, on voit clairement comme la Juve va démarrer et mettre en place son jeu. Il y a Betancourt qui se baisse pour récupérer le ballon. Danilo, lui, il va avoir une position un peu plus centrale allant vers le milieu du terrain, ce qui donne aussi l'opportunité à Rabiot de se dégager et de dicter une passe en profondeur. Et on peut voir que les ailiers sont très larges. Si l'on regarde cette même composition, Adani d'ailleurs l'a dit pendant le match, on voit très bien que les joueurs de la Juventus sont homme sur les joueurs du Napoli. Et ça c'est vraiment pour lancer un message lors du début de l'action du Naples, on augmente vraiment la pression, on vous laisse pas l'air. Dans le deuxième, on voit le but de la Juventus. Donc on voit que le ballon il circule en passant par tous les joueurs qui sont entre la
gauche et la droite. Cela ne donne pas le temps au Napoli de se recompacter sur le côté droit, mais Chiesa a quand même 2 joueurs et il les bouffe littéralement. De l'autre côté, on voit que Ronaldo il part très large, mais il coupe nettement le terrain en allant vers le milieu de la surface de réparation. Comme dit, il va freiner assez rapidement pour désorienter les défenseurs. Chiesa voit ce mouvement, le serre et on a un très beau but qui est issu d'une action chorale de la Juventus et qui vraiment trouve tout son sens dans cette réalisation. Dans la troisième, on voit le Napoli à l'attaque. Donc Di Lorenzo il est très haut car Alexandro il a eu du mal à le retenir, à le bloquer plus bas. Lozano il vient d'ailleurs l'épauler et les deux forment un binôme contre lequel Alexandro il doit combattre. On voit constamment Fabian Ruiz et Zielinski devant notre surface de réparation. Par contre, vu que la Juventus fait un 4-4-2 avec les 2 lignes derrière très serrées, ils ont du mal à percer notre défense. Ni Fabian Ruiz ni Zielinski vont couper au milieu de la surface de réparation, ne dictent aucune passe et donc la Juventus arrive à les retenir avec un solide 4-4-2. Dans la quatrième, on voit une évolution ultérieure de la défense de la Juventus. Là, dans les 20 dernières minutes, on passe carrément à un 5-3-2, donc on est très serré et on prend toute l'ampleur dans la défense. Il y a vraiment 5 hommes alignés, on les voit très bien. Le Napoli a d'ailleurs sorti l'artillerie lourde avec Petagna et Osimhen en même temps. On voit aussi que nos attaquants, ils ont des prairies devant eux et d'ailleurs on va faire 2-3 actions en contre-pied. Par contre, des mauvaises décisions de l'un ou de l'autre vont faire qu'on va même pas arriver à tirer ou à tirer de façon très défilée. C'est la première fois que je réalise une analyse de match post-match, donc je me suis fourni un peu de sources à droite à gauche par des comptes Twitter que je suis, par des chaînes YouTube, dont celle de Simone Avsim que je suis. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que le contenu est intéressant pour vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce et de laisser un commentaire pour me faire part de vos opinions par rapport à l'évolution tactique de ce match-là. Je vous dis à la prochaine, sûrement avec la conférence de presse avant le match contre le Genoa. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Michelangelo, vous êtes sur Juventus Match et je vous dis à la prochaine. Fino alla fine.